Donc, pour le coup, notre rôle là était un rôle de subvention quelque part à ce marché porté par l'Académie et Val d'Oise Numérique. Très clair, merci beaucoup. Et justement, ça fait le lien avec, du coup, alors ce qu'on a appelé ici VAC 2, mais on va dire l'élargissement du dispositif, comme je disais en introduction. Donc, sur la base de ce qui a été déployé et ce qui est aujourd'hui en cours de déploiement depuis 18 mois dans les deux premiers départements, donc pilotes des TNE, l'Aisne et le Val d'Oise, il a été décidé par l'État de déployer, d'élargir le dispositif à 10 nouveaux territoires en 2021. Et donc aujourd'hui, c'est à l'échelle de ces 12 territoires que nous travaillons et que le projet se déploie. Est-ce que Olivier Vandard du GPI, qui s'est connecté, je crois, est-ce qu'Olivier, vous souhaitez présenter, dire un mot, en tout cas, des enjeux de cet élargissement? Peut-être, Johanna, si tu peux avancer sur la page d'après, ou Jean. Ah d'accord, Olivier n'a pas accès au son. Pas de problème. Ou Jean, j'ai vu que Jean, vous étiez connecté également. Si vous voulez dire un mot. Sinon, je vais... Ah voilà. Oui, non, mais bonjour, je revérifiais que ça fonctionnait bien, mais alors peut-être rapidement avant de vous laisser la main. Donc Jean Hubac, sous-directeur à la direction générale de l'enseignement scolaire. Donc passer la première phase. Alors vous avez une belle carte avec en bleu les deux premiers TNE et en rouge l'extension, la phase d'extension à 10 autres départements. Qui a été acté donc au cours de l'année dernière pour un début de préparation, on va dire, de l'extension dès la rentrée scolaire 2022. En fait, l'objectif, c'était que avec une superposition, on va dire, des phases entre l'Aisne et le Val d'Oise d'une part et puis les 10 nouveaux, on arrive à lancer une initiative qui soit à la fois très dynamique pour l'ensemble des académies. Le choix des 10 nouveaux départements s'est fait à la fois sur la diversité des territoires pour qu'il y ait une représentativité de la diversité du territoire national, mais aussi dans l'idée que toutes les régions académiques ou le maximum de régions académiques puissent être impliquées avec un TNE dans son territoire. Ce qui fait que alors, on n'a pas pu couvrir les choses de manière totale puisqu'on a 2 régions académiques, je crois, de mémoire qui n'auront pas de TNE, mais c'est parce qu'avec 10 TNE, on ne pouvait pas arriver jusqu'au nombre, jusqu'à une couverture parfaite. L'enjeu pour nous, enfin l'enjeu pour l'extension, pardon, il est clairement comment dire, d'éprouver, on va dire, le dispositif dans des contextes variés, avec des acteurs d'ailleurs qui sont parfois aussi variés d'un territoire à l'autre, et donc d'éprouver la robustesse et l'adaptabilité du dispositif, avec une adaptation maximum aux besoins des territoires, ce qui se fait d'ailleurs la plupart du temps de manière très positive avec les collectivités, avec l'ensemble des acteurs qui ont pu être cités depuis le début de ce webinaire. Voilà, donc 10 nouveaux TNE, et puis à terme, si on a une vision vraiment très prospective, c'est aussi l'idée, c'est de voir comment, à partir de ces TNE, on arrive à essaimer aussi par effet de halo à l'intérieur de chacune des académies. Est-ce que vous voulez que j'aille plus loin, Rose, ou je vous repasse la main? On va peut-être la passer à Olivier, si Olivier, vous souhaitez prendre la parole. Et si, Non, mais en fait, Jean a tout dit, donc si je parle, je vais répéter ce qu'il a dit. Peut-être un élément qu'il a abordé et qui doit être, à mon avis, au cœur du sens qu'on donne à cette extension, c'est vraiment la capacité au territoire de faire des choix. C'est-à-dire que pour que l'expérimentation fonctionne, il ne faut pas que ce soit le national qui raconte au territoire une histoire, il faut que ce soit les territoires qui s'emparent de ces sujets, qui sont des sujets importants, d'autant plus importants que les crises sanitaires ont montré que la question de la résilience et la capacité de déploiement et d'usage de l'enseignement à distance est un sujet qui est au cœur de la réflexion. Donc il faut que ce soit les territoires qui puissent identifier à travers un diagnostic, on va dire, de qualité,
les priorités et les modes d'action pour pouvoir arriver aux objectifs. Et les objectifs, ils sont triples. Hein. C'est premièrement faire en sorte que l'usage du numérique, qui n'est pas en soi magique, mais puisse vraiment permettre aux enseignants d'augmenter leur capacité d'agir sur l'enseignement et sur les élèves. Deuxièmement, c'est la réduction des inégalités scolaires. Hein. On sait que le numérique est un puissant outil qui va permettre de pouvoir différencier, adapter, permettre aux élèves de travailler de manière autonome ou collective de manière différenciée. Donc, et troisièmement, c'est toute cette dimension qui est vraiment aujourd'hui un élément essentiel, hein, et c'est une politique qui est menée de manière extrêmement forte par le ministre et par le ministère. C'est comment c'est aussi un outil de coopération, de collaboration pour permettre, parce que c'est un métier où on est rapidement isolé, et le numérique peut aussi, à travers les outils, permettre cette coopération. Donc, vraiment, c'est les territoires, et on le voit bien hein, quand on suit pas à pas. Chaque territoire fonctionne et a, on va dire, une ambition pour ses enseignants et pour l'ensemble de la communauté éducative qui est vraiment spécifique. Donc, voilà, un beau projet qui, effectivement, est un projet porté fortement par le ministère et on s'en réjouit. Oui, merci. Et je pense que c'est bien illustré ce matin. Peut-être pour rebondir justement sur ce que vous évoquez, sur le fait que c'est vraiment des projets qui ont vocation à être vraiment, et c'est écrit ici, mais par les territoires et pour les territoires très bottom-up, très co-construits et dans le cadre, enfin, dire que le dispositif fournit un cadre et des objectifs, mais qu'ensuite le contenu des projets sont vraiment sur mesure en fonction des besoins des territoires. Et donc, justement, on voulait proposer un zoom rapide, mais sur un peu les modalités à la fois de déploiement, conception et accompagnement de ces projets, avec une vision aussi un peu calendaire hein, des grandes étapes qu'on a pu atteindre jusqu'à aujourd'hui et les prochaines, pour accompagner ces projets, les aider à se monter et à se déployer. Donc, comment ces démonstrateurs territoriaux sortent-ils de terre aujourd'hui et se déploient-ils? Voilà, je te laisse la main, je pense, Johanna, sur ces pages, mais peut-être assez rapidement pour qu'on puisse ensuite avancer sur le volet EdTech. Mais je pense qu'on avait échangé aussi en amont avec EdTech France et la FINEF aussi sur vos attentes, et on a compris que cette vision aussi sur ce côté très pratique du déploiement et du calendrier et des étapes, c'était aussi un des points qui nous intéressait. Donc, on voulait en faire un point à l'heure du jour ce matin. Vas-y, je te laisse. Donc, bonjour à tous. Pour rebondir sur ce que dit Rose, donc, puisque disaient aussi Olivier et Jean, on est vraiment sur une construction autour des TNE qui se base sur ce qui remonte des territoires. Donc, à l'échelle de chaque département, il y a des projets qui sont co-construits entre les différents acteurs. Et quand on dit différents acteurs, c'est les académies qui ont fait un diagnostic territorial pour identifier quels étaient les vrais besoins du territoire en matière d'éducation et du numérique. Et donc, en fait, on a les académies qui ont partagé ce diagnostic territorial avec les collectivités locales. Et quand on dit collectivités locales, ça va être les communes qui sont impliquées dans TNE, mais aussi ce qu'on a appelé les collectivités coordinatrices qui sont bien souvent des départements, mais pas que. Et j'insiste bien sur le mais pas que, parce qu'en fait, on est vraiment dans la spécificité des TNE, c'est que les acteurs ne sont pas les mêmes et la construction du projet n'est pas la même en fonction du territoire, puisqu'encore une fois, ça répond vraiment à une logique de construction à l'échelle de chaque département. Donc, chaque département a trouvé sa propre organisation et sa propre comitologie. Et donc, en fait, on a eu aussi un partage de tout ce diagnostic avec les deux opérateurs qui ont pris la parole tout à l'heure, donc qui sont la Trousse à Projet et le réseau Canopé. Donc, par rapport à ce diagnostic qui a été fait entre le mois d'avril et le mois de septembre, on a ensuite eu, nous, des échanges en bilatéral avec les porteurs de projets pour réussir à les aider à consolider leurs projets et à vraiment identifier quels étaient les porteurs de projets, à pouvoir consolider les dispositifs qui allaient être
être mis en place. Et donc là, on est dans l'étape du conventionnement. Donc, on sait que vous avez, pour certains, contacté déjà les académies et les collectivités. Et là, ils sont vraiment à un stade où on est en train de finaliser le projet pour pouvoir leur permettre d'avoir cette partie, d'accéder au financement et de les aider à consolider leur projet. Donc là, normalement, les dernières conventions devraient être signées aux alentours du mois de juin et on a la première convention territoriale qui a été signée la semaine dernière, donc le 16 mars. Donc ce travail est en cours. Je vais rebondir sur ce que je disais avec cette slide pour que vous puissiez bien comprendre la manière dont on s'articule dans chaque territoire les TNE. En fait, au niveau national, on a donc les deux opérateurs qui sont le réseau Canopé et la Trousse à Projet qui agissent pour l'ensemble des 10 TNE, mais aussi sur les 12 TNE puisqu'ils étaient impliqués dès le début. Mais en fait, nous, au niveau du conventionnement, on va avoir au niveau national donc le réseau Canopé qui va être particulièrement impliqué sur la formation des enseignants et aussi sur les ressources pour les enseignants. Donc, on vous en parlera juste après, mais qui agissent pour l'ensemble des 12 TNE. Et on a la Trousse à Projet qui également agit sur le volet parentalité et numérique au niveau des 12 TNE. Ensuite, on a un volet et un niveau territorial. Donc, sur ce niveau territorial, on va avoir deux types d'acteurs. On va avoir les académies donc, qui ont fait le diagnostic territorial et qui ont consolidé le projet avec soit une collectivité chef de file, donc la plupart du temps c'est un département, ou alors dans un cas c'est un groupement d'intérêt public. Puis dans un autre cas, il y a aussi une communauté d'agglomération. Et voilà, on est plutôt sur un autre type d'acteurs. Et en fait, ces deux acteurs du territoire ne vont pas gérer les mêmes types d'actions. C'est-à-dire que les académies vont plus particulièrement être impliquées sur le volet formation des enseignants. Et pour la partie qui concerne les chefs de file du côté collectivité, on est plutôt sur le volet équipement. Ensuite, l'académie et la collectivité peuvent décider, puisqu'on est encore une fois dans cette logique de co-construction territoriale et de définition d'un projet à l'échelle du territoire, vont pouvoir se partager deux autres types de projets, qui sont les projets sur les ressources pour les élèves, mais aussi un volet pour l'inclusion et les élèves à besoins particuliers et les élèves en situation de handicap. Donc, c'est plutôt là que vous allez vous situer, c'est-à-dire sur la partie ressources élèves et la partie inclusion. Donc, au niveau des enveloppes budgétaires, on n'a pas forcément mis de chiffres, étant donné qu'il y a que les enveloppes sont différentes en fonction des territoires, puisqu'en fait, ils se basent aussi sur le diagnostic qui a été fait. Donc, on a au niveau national un marché et puis une enveloppe pour le réseau Canopé, donc pour le marché ressources et pour la formation des enseignants. Et on a aussi une convention et donc des crédits qui sont accordés pour la trousse à projet. Ensuite, au niveau local, on va avoir différents types d'enveloppes. Nous, c'est ce que l'on a appelé enveloppes, mais encore une fois, les projets, on a certaines enveloppes et certains projets qui sont un peu transverses. Donc, voilà, c'était simplement pour essayer de schématiser et construire le projet TNE. On a donc des frais transverses qui sont accordés plutôt aux académies et qui sont plutôt quand on dit frais transverses, avec des frais de communication, des frais RH, etc. Ou alors des projets complètement novateurs. On va avoir aussi une partie d'une enveloppe qui est relative, encore une fois, à l'inclusion et au handicap, qui peut être partagée entre l'académie et la collectivité. Vous avez aussi, donc pour la ressource avec les élèves, c'est encore une enveloppe qui peut être partagée entre l'académie et la collectivité. Et puis, pour la formation des enseignants, donc ça sera plutôt
adressés à l'académie. Et pour les équipements, ce sera plutôt la collectivité qui va recevoir ces crédits. Donc voilà, avec une logique, quand il y a la collectivité qui est engagée, d'avoir cette logique de cofinancement. Je vais passer ensuite sur une sorte de calendrier de mise en œuvre qui s'adapte aux enjeux locaux. Donc l'objectif là des TNE, ça va vraiment être de pouvoir déployer les premières solutions, même s'il y en a qui se mettent en œuvre dès maintenant, de déployer les premières solutions, les premiers équipements en septembre. Donc pour ça, on est concernant le conventionnement, on va finaliser, comme je vous le disais, les dernières conventions, mais ça sera vraiment les toutes dernières conventions en juin. La plupart vont être signées entre le mois de mars et le mois d'avril. Ensuite, on va avoir donc pour les ressources, on a la publication du marché qui va avoir lieu plutôt au mois d'avril. Et peut-être sur ce sujet, je peux peut-être laisser la parole à Marie-Caroline qui me semble devait partir, donc peut-être. Marie-Caroline Messier. Bonjour à tous. Donc, je prends la suite de ce que vous a déjà expliqué Emmanuel Page. Nous portons donc, comme indiqué, un marché public national. Donc là, il faut bien distinguer le volet national du pilotage et de l'attribution des ressources du volet académique, ou en tout cas local. On part de là. Sur ce volet national, donc l'objectif, quel est-il? C'est de mettre à disposition gratuitement des enseignants et de leurs élèves des ressources EdTech de qualité identifiées sur un certain nombre de lots qui correspondent à autant d'usages, préparer ces séquences de cours, ou à un certain nombre de disciplines ou de compétences ou de besoins. Je pense par exemple à l'inclusion et à l'accompagnement des élèves en difficulté. Pour atteindre cet objectif, le réseau Canopé est donc porteur pour le ministère et pour le SGPI d'un marché public de 25 millions d'euros. Donc c'est ce que vous avez sous les yeux. Ce marché public a plusieurs caractéristiques. Comme je viens de vous l'indiquer, il doit correspondre donc à ces deux besoins, c'est-à-dire à la fois des ressources pour les profs et des ressources EdTech qu'ils puissent utiliser avec leurs élèves. Et pour cela, on est dans un dispositif assez inédit qui a nécessité un certain nombre de contraintes. Alors pour ceux qui ont candidaté à ce marché, ils le savent bien, puisqu'il était d'une certaine lourdeur, je dirais. Et ces contraintes, elles correspondent justement à l'objectif qu'on souhaite atteindre, c'est-à-dire avoir des ressources qui puissent être utilisées dans ces deux cas. Donc, il nécessite, par exemple, d'être connecté aux gares. Hein, c'est un marché qu'on a écrit, bien évidemment, avec la DNE. Et c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, le calendrier, pour savoir où nous en sommes. On vient d'achever la phase dite de négociation avec les entreprises qui ont été retenues à l'issue de l'examen de leur dossier. Alors, ça a pris du temps, vous nous l'avez aussi dit et remonté, on le sait bien. Ça a pris du temps tout simplement parce qu'il y a eu énormément de candidatures et que chaque dossier est constitué à peu près d'une centaine de pages pour répondre à ce marché très ambitieux. Et donc, il y a à peu près une soixantaine de personnes, de Canopé bien sûr, de la DGESCO, de la DNE, des experts, des praticiens qui ont documenté vos dossiers pour attribuer un certain nombre de notes selon des critères établis dès la rédaction du marché. Bref, cela nous a amené en début d'année. Un certain nombre d'entreprises ont été notifiées du résultat de cette première phase. Et demain, 23 mars, se tient la commission consultative qui est constituée à parité d'enseignants, de praticiens, d'experts, de chercheurs, de représentants de toutes les parties prenantes de TNE.
et qui vont donc rendre leur avis sur les résultats de ce marché public à la Direction générale de Réseau Canopé, qui est ce qu'on appelle pouvoir adjudicateur dans cette affaire, c'est-à-dire qui porte la responsabilité de l'attribution de ce marché public. Pour ce qui vous intéresse, c'est-à-dire quand est-ce que ces réponses définitives seront communiquées, les entreprises seront notifiées tout de suite après la tenue de cette commission demain 23 mars, enfin dans les jours et les semaines qui vont suivre. Pour autant, pour des questions de respect du devoir de réserve, qui, vous le savez, c'est la période de réserve qui a démarré en fin de semaine dernière. Nous ne pourrons collectivement communiquer publiquement sur les résultats de ce marché public qu'à l'issue de cette période de réserve qui est en amont de l'élection présidentielle et jusqu'aux législatives. Donc on espère qu'on pourra évidemment communiquer une fois l'élection présidentielle passée, mais techniquement cette période de réserve s'étend jusqu'aux législatives. Bon, bref, mais en tout cas, les entreprises retenues seront bien évidemment au courant. Autre élément que j'ajoute parce que c'est important, je ne sais pas si on en parle sur les slides suivantes, très rapidement, le deuxième objectif de ce marché, ce n'est pas de mettre là vous avez donc les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, et le détail des lots n'est pas simplement de mettre à disposition des ressources, c'est de s'assurer qu'elles puissent être utilisées. Donc dans ce cadre-là, le ministère demande aussi à Réseau Canopé de former les enseignants des TNE à ces ressources qui vont être identifiées. C'est-à-dire que nous faisons deux choses. On porte le marché, enfin trois choses. On porte le marché, on identifie collectivement ces ressources EdTech qui vont être attribuées, on les met à disposition sur le site que vous avez sous les yeux, je vais y revenir dans quelques instants, mais pour les activer dans son portefeuille personnel, si vous voulez, l'enseignant bénéficiera d'une petite formation en ligne très simple, tout simplement pour s'assurer qu'on ne met pas simplement des ressources sur étagère, comme ça peut être le cas dans le passé, mais qu'on active bien ensemble formation et ressources, qui est bien l'ambition des TNE. Donc pourquoi vous avez cette slide sous les yeux? Parce que c'est tout simplement sur le site des TNE que vous connaissez, le POC que nous avons préparé pour valider avec toutes les parties prenantes la façon dont ces ressources éducatives EdTech vont être mises à disposition et la façon dont la formation va être proposée aux enseignants. Parce qu'il faut que dans le parcours utilisateur, ce soit assez fluide et assez incitatif, bien entendu. Donc, Cuisinière, on a fait un POC, tout simplement pour avoir un exemple, et on a fait un POC à partir de Cuisinière, qui est un outil de Réseau Canopé, mais qui, bien sûr, ne fait pas partie du marché et n'a pas vocation à faire partie des ressources dans le cadre de ce marché public. C'est simplement pour faire un POC. Et donc là, vous voyez comment les ressources seront proposées et comment on y accède avec une démo de la ressource et un très court parcours de formation pour accompagner l'enseignant dans la prise en main de cet outil et ensuite qu'il puisse le retrouver sur son ENT. Ce parcours-là a été validé par le COPIL et par évidemment les parties prenantes, mais c'est bien que vous l'ayez en tête et on est là pour répondre à vos questions. Je ne serai pas plus longue parce que vous avez peut-être des questions. Merci. Oui, alors, merci beaucoup Marie-Caroline. Est-ce qu'il y a des questions sur ce volet du marché national ou de ce qui a été présenté auparavant? Sinon, on vous propose d'avancer sur la présentation et ce zoom sur le volet EdTech du projet TNE. Pas de questions a priori. Il y a une main levée. Oui, il y a une main levée de Romuald Guégan. Bonjour à toutes, merci. Petite question sur la notion de notification aux titulaires du marché Canopé et la notion de communication. J'ai cru percevoir une différence entre le fait de ne pas pouvoir communiquer publiquement dans le contexte de la période de réserve, mais que vous aviez malgré tout la capacité de notifier aux titulaires le marché. Oui, c'est absolument ça. C'est-à-dire que dès la tenue de la commission, donc dans les jours et les semaines qui viennent, donc on vous a mis une date dans la slide.
les entreprises retenues seront notifiées, c'est-à-dire qu'elles seront au courant du résultat de ce marché public, si je traduis. Pour autant, le gouvernement est tenu à une paire de réserves. Donc, tout acteur public, et nous en faisons partie, ne peut pas, pendant un certain nombre de semaines, communiquer, et là je parle d'une communication de type communiqué de presse, réseaux sociaux, etc., très largement sur un dispositif qui peut être interprété comme un bilan positif du quinquennat en cours. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je distinguais ça, mais c'est notre cuisine interne, si vous voulez. Quoique, voilà, moi, j'aimerais effectivement qu'on puisse voilà, communiquer assez largement sur les résultats de ce marché qui vous a demandé à toute la filière beaucoup de temps, d'efforts, voilà, qui va peser, je pense, en termes de ressources financières pour la filière pour un certain nombre d'années, qui la structure aussi, bref, donc c'est un moment important. Voilà, mais je signalais simplement ça parce qu'on est tenu à ce devoir de réserve, et je parle sous couvert du ministère et de Jean Hubac qui nous écoute et qui sait ça mieux que moi. Merci pour cette précision et pour rassurer effectivement les entreprises. Elles seront bien notifiées du marché d'ici la mi-avril et notifiées de leur réussite ou de leur échec, le cas échéant. Ok, merci beaucoup. Merci Je vous en prie. Alors, en complément de ce marché national, le projet des démonstrateurs prévoit aussi, ça a été évoqué, des ressources, enfin au sens financier, au niveau local. Donc c'est maintenant sur ça qu'on voulait vous proposer un zoom. Et sur ça, alors si on avance sur les slides, et Juliette, je te laisse la parole sur ce point. Présenter donc le complément au niveau local de ce qui est ouvert au EdTech pour contribuer aux démonstrateurs TNE. Bonjour à toutes et à tous. Donc Juliette D'Angelo, je travaille dans l'équipe de Rose dans le pôle éducation. Alors voilà, on voulait vous présenter, avant de passer au temps de questions-réponses un peu plus globales, le soutien au EdTech au niveau local pour les TNE. Donc comme vous l'avez compris, présenté par Marie-Caroline et Emmanuel, il y a le niveau national avec le marché ressources, et après il y a les enveloppes au niveau local. Donc ce que vous présentez, Johanna, tout à l'heure, c'était tous les dispositifs de conventionnement qu'on a avec les académies et les collectivités au niveau local. Et donc, dans ce dispositif de conventionnement, il y a des enveloppes financières qui sont données aux académies et aux collectivités pour les ressources. Donc ça, c'est un premier point important à comprendre sur les TNE, c'est le double niveau national et local pour le soutien au EdTech. Sur le niveau local, les enveloppes de financement, comme vous le voyez à l'écran, elles ont deux grands objectifs, un objectif côté académie et un objectif côté collectivité. En fonction de la répartition des compétences entre académie et collectivité. Donc sur la partie académie, on est plus sur la partie ressources élèves, focus sur la dimension pédagogique, et côté collectivité, on est plus sur une partie inclusion, personnes en situation de handicap, qui fait partie aussi évidemment des compétences des collectivités concernées. C'est pour ça que ça a été un peu, voilà, ces ressources-là, ces ressources élèves, ces enveloppes budgétaires qui concernent les ressources élèves au niveau local, sont vraiment spécifiquement dédiées à ressources élèves et inclusion handicap. Et donc, le support vous sera envoyé. Vous pourrez du coup voir aussi le schéma de conventionnement, mais c'était peut-être pour refaire un point un peu global sur la partie enveloppe au niveau local. Ensuite, pour rentrer un peu dans le détail de ce niveau local, donc comment des EdTech peuvent bénéficier de ces enveloppes financières dédiées aux EdTech et aux élèves au niveau local. Alors déjà, peut-être deux objectifs pour ces enveloppes, puisqu'on a décidé de les diviser au niveau national et au niveau local, c'est bien qu'il y a des objectifs un peu différents du marché ressources porté par Canopé. Le premier objectif, c'est bien de promouvoir des EdTech au niveau local. Donc, c'est qu'on a sorti une étude de marché récemment sur les EdTech, la EdTech en France, je crois, un webinaire sur lequel il y a pas mal d'entre vous qui étaient présents. On voyait bien qu'il y a un grand nombre de EdTech, plus de 200 sur les 500 français qui sont à Paris, mais il y a aussi des EdTech, du coup, ça fait bien plus de la moitié qui sont hors de Paris. Et l'objectif, c'est aussi de créer des écosystèmes de EdTech local avec les académies et les collectivités concernées. Ça, c'est un premier objectif. Ça n'empêche pas, évidemment, les académies et les collectivités d'acheter des ressources et de la EdTech en dehors de leur cercle local, évidemment. Mais voilà, le premier objectif, c'est celui-là. Le deuxième, c'est soutenir le développement de ce qu'on a appelé la EdTech autour de l'école. Alors, autour de l'école, ça veut dire tout ce qui est aussi en lien avec la
collectivités, puisque comme vous le savez, hein, les collectivités ont des poches budgétaires pour des ressources. Et donc, l'enjeu, c'est aussi de les mobiliser, puisqu'en général, elles sont assez peu, pas forcément, mais elles connaissent parfois assez peu déjà leur enveloppe budgétaire et puis après ce qu'elles peuvent en faire. Et donc, tout l'enjeu, c'est aussi de les sensibiliser aux EdTech qui se positionnent sur le périscolaire, sur l'inclusion, sur les personnes en situation de handicap. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux grands objectifs de ces enveloppes au niveau local. Et là, on vous a fait des propositions. Donc ça, c'est des propositions qu'on a aussi présentées aux collectivités, aux académies des TNE. Il y avait exactement la même slide avec le même support sur cette partie-là. Et l'enjeu, c'était aussi de leur dire, voilà la manière dont vous pouvez procéder pour mobiliser les enveloppes de subventions qu'on va vous donner sur les ressources au niveau local pour acheter des services d'EdTech, de produits EdTech. Donc, on vous a remis voilà, l'achat public classique, évidemment, donc les marchés, l'achat public innovant, donc les achats publics innovants qui ont été renouvelés au 31 décembre de cette année, donc qui sont toujours en cours, qui permet pour des marchés, voilà, pour des fournitures de services, travaux innovants à moins de 100 000 € hors taxe, d'avoir un dispositif très, très simplifié, sans publicité ni mise en concurrence, ce qui évite en fait les délais aussi de marché de mise en concurrence. Donc, tout l'objectif, ce que vous a présenté Joanna tout à l'heure, c'est que les conventions, là, ça soit signé au printemps. On aura probablement des dernières conventions en juin, mais là, il y a déjà, voilà, avril-mai, c'est vraiment l'objectif de signature de des conventions et donc de libération des fonds. Donc, les fonds leur seront envoyés. Et l'objectif, c'est que avant l'été ou au début à la rentrée, on verra en fonction des délais, ces financements soient disponibles pour justement de l'achat de ressources en fonction des projets de chaque territoire. Ça, c'est vraiment voilà, c'est un point important du projet. On sait que voilà, en contexte électoral, en contexte pour le marché au niveau national, c'est moins évident. Pour les enveloppes au niveau local, les euros seront versés en amont de l'été aux collectivités, aux académies qui pourront donc lancer leur procédure de sélection des tech au niveau local. Ça, c'est un point important, je pense, à vous communiquer. Et enfin, il y a, pour finir sur les canaux de financement possibles de la EdTech, il y a évidemment la partie subvention, hein, puisqu'il y a des subventions d'innovation, d'exploitation que les collectivités peuvent mettre en place à destination des entreprises, avec toujours cette partie aide d'État, voilà, donc cette réglementation des aides d'État. Donc, après, à voir en fonction de l'analyse que font chaque collectivité. Mais en tout cas, c'est aussi un canal qui est mobilisable par les collectivités pour financer les EdTech. Alors ça, c'était assez rapidement un peu comment nous, on a dessiné au niveau local la façon dont les EdTech pouvaient être soutenus. Et peut-être un point aussi sur la façon dont les académies et les collectivités peuvent sélectionner ou en tout cas décident de la manière dont des secteurs sur lesquels ils veulent se positionner sur la EdTech. Dans les documents de cadrage des TNE, il avait été rappelé par le ministère et par le SGPI de manière assez soulignée l'importance d'avoir des AMI pour embarquer aussi les équipes éducatives. Donc l'enjeu, c'est aussi, par exemple, pour une collectivité ou une académie, ça peut être, c'est des propositions, il n'y a rien de, voilà, c'est pas forcément que ça va se passer, mais ça peut être de lancer des appels à manifestation d'intérêt pour qu'il y ait des binômes d'établissements et de EdTech qui travaillent déjà ensemble, qui puissent répondre aux AMI qui seraient mis en place au niveau local, et donc pour étendre les expérimentations à un niveau plus large quand il y a déjà des choses au niveau local qui se font d'une manière innovante et réussie. Comme le rappelait Rose au début, hein, l'enjeu des territoires numériques éducatifs, c'est quand même des démonstrateurs. C'est pour ça qu'il y en a dit, c'est qu'on n'est pas à un niveau national. Donc, le niveau démonstrateur, c'est aussi pour tester. Et donc, de faire des AMI au niveau local, de binômes un peu enseignants, communauté éducative, établissement avec une EdTech qui peuvent postuler, par exemple, à l'échelle d'une académie ou d'une collectivité pour un financement plus large via TNE pour s'élargir. Ça rentre vraiment dans cette logique de démonstrateur. Alors, je voyais sur la conversation des questions. Et évidemment, on laissera la parole à Axel Jean par la suite, qui, je crois, a la possibilité d'ouvrir son micro, sur le péril, sur le timing des dispositifs pour savoir comment communiquer auprès des collectivités, comment avoir accès aux AMI. Alors, les AMI, c'est en avance de phase. Là, on parle de propositions qui ont été faites aux collectivités, aux académies, une fois qu'elles auront les fonds pour sélectionner les EdTech. Ça a été aussi un sujet de comment elles peuvent se positionner là-dessus. Donc, c'était des propositions qui ont été faites par le ministère sur la façon dont peuvent être sélectionnés ces EdTech. Donc, ça, c'est vraiment en avance de phase. Et pour l'instant, et je parle sous le contrôle de Joanna, mais il n'y a pas encore d'AMI de ce type qui a été lancé. Mais en tout cas, c'est dans l'esprit de ce qui a été proposé aux collectivités, aux académies. Et sur le timing, alors, on est sur donc, les conventions.
quand il y a une convention de financement qui est signée avec nous, donc l'académie ou la collectivité, on peut verser les fonds. Donc, l'enjeu est de finaliser ces conventions. Il y en a déjà qui sont signées, d'autres qui vont être signées en avril, a priori, la majorité, avril, début mai. Certaines un peu plus tardivement pour les collectivités parce qu'elles doivent passer en assemblée. Donc, parfois, c'est un peu plus long sur les délais. Donc, maximum juin. Et une fois que les conventions sont signées, en tant qu'opérateur, nous, on a un engagement de fournir les fonds rapidement derrière. Donc, après, une fois qu'ils ont les fonds, c'est eux qui dessinent un peu la façon dont ils vont sélectionner les EdTech. Sachant qu'évidemment, les choses se font en parallèle. C'est-à-dire que les collectivités et les académies ont déjà réfléchi à la manière dont elles allaient travailler avec cette EdTech ou voilà, donc sur le timing. Évidemment, sur la partie académie, les académies sont un peu plus en avance parce qu'elles ont été embarquées sur le projet voilà, tout début dès 2020-2021 quand on passait plus par les académies. Donc ça, je pense que vous pouvez les contacter. Après, les collectivités, pareil, sous le contrôle de Johanna, peut-être que c'est encore un peu en avance de phase. Ça sera plutôt, on vous conseillerait plutôt avril. Et ce qu'on vous a proposé quand vous êtes inscrit au webinaire, il y avait une case à cocher sur est-ce que vous acceptez que vos coordonnées soient transmises. L'idée qu'on a eue avec les académies et les collectivités des TNE, c'est de construire un peu une base de contact pour qu'elles puissent aussi, voilà, de leur faire un petit peu un support avec les techs qui se sont, nous on ne sélectionne pas les techs évidemment, donc l'idée c'était de dire les techs qui se sont inscrits au webinaire, qui ont coché cette case, on les référence, on fait une mini présentation sur un Excel, hein, tout simplement, avec les contacts, et ça leur permet, elles aussi, de piocher, d'avoir un peu un fichier commun des techs qui se sont, en tout cas, qui ont participé à ce webinaire et qui étaient acceptés de partager leurs données. Donc, même si on n'est pas dans les projets financés, on peut être sélectionné dans les AMI. Oui, tout à fait, sur la question, les projets financés au niveau national, donc des ressources par réseau Canopé, ce n'est pas la même chose que les AMI au niveau local. Hein. On est sur des enveloppes budgétaires différentes, des process différents. Donc, vous pouvez tout à fait contacter pour des projets. Ce n'est pas les mêmes enveloppes budgétaires et la même ampleur que le marché au niveau Canopé. Mais par contre, évidemment, ça laisse quand même de la place aux expérimentations, tout ce qui est tout l'enjeu des démonstrateurs et des territoires numériques éducatifs. Comment connaître sur les 10 territoires la répartition des rôles entre l'académie et les collectivités et qui sera décisionnaire et porteur de l'achat de ressources? Y aura-t-il une publicité? Alors, les conventions de financement entre la Caisse et l'académie et la collectivité sont confidentielles. Donc ça, c'est l'académie et la collectivité qui choisissent ou non de rendre une partie publique. Hein. Nous, en tout cas, on a une obligation de confidentialité sur ces sujets. Donc, on ne peut pas vous donner précisément ni les montants, c'est pour ça qu'on ne les a pas précisés là, ni précisément la répartition et les projets de ce qui a été fait. Après, la plupart des TNE, si ce n'est chacun, prévoient des séminaires de lancement, donc des événements en présentiel en général ou avec une partie hybride, pour que les EdTech et globalement les acteurs locaux puissent être au courant du projet et de ce qui va être lancé. Donc ça, après, je pense que tout l'intérêt des TNE, c'est aussi de communiquer sur leur démarche au niveau local pour créer un écosystème. Donc, normalement, je pense par exemple à l'Occitanie qui est un petit peu en avance là-dessus et qui a déjà commencé à prévoir des événements, ou des séminaires, etc. Qui sont parfois pas forcément ouverts à tous dès le début, mais en tout cas, ça sur 2022, plutôt sur une fin de premier semestre, début de deuxième semestre, il y aura des communications là-dessus de la part des TNE. On les encourage en tout cas à le faire. Je crois qu'il y a Axel Jean peut-être qui voulait prendre la parole. J'ai vu dans le Philippe dans le qui soutenait la parole. Donc je crois que Axel, je crois que tu peux ouvrir ton micro à mon avis pour prendre la parole si tu le souhaites. Oui, je vous remercie. En fait, non, ce que indiquait Philippe, c'est qu'il était dans l'obligation de devoir vous quitter pour une réunion avec la CNIL, donc une obligation qui s'impose à lui. Et en fait, je restais disponible s'il y avait des questions. Donc, comme vous avez beaucoup exposé les éléments de manière extrêmement claire, nous, on reste, mais ça a été dit, hein, voilà, la DNE est mobilisée, tout comme la DGESCO, dans le cadre de l'instruction et du suivi du marché TNE porté par Canopé. Et après, effectivement, on a aussi notre rôle d'accompagnement, de conseil de la filière EdTech qu'on entreprend par ailleurs. Donc, évidemment, ça vient en écho et en renfort possible pour les TNE en particulier. Tout ça en relation étroite avec les équipes académiques, donc notamment les délégués académiques au numérique éducatif et les DRAN. Donc, c'est tout. Je reste disponible, évidemment, s'il y a des questions, pour des questions qui pourraient relever de la DNE. Simplement pour préciser ce que disait Juliette tout à l'heure concernant la dernière question qu'il y avait dans le chat.
les territoires, en fait, en ce moment, sont en train de faire leur convention. Et dans ces conventions, vous allez avoir déjà des projets avec des EdTech avec lesquels les académies ou les collectivités travaillent. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que les conventions précisent. Mais vous avez aussi les collectivités et les académies qui se laissent des marges de manœuvre dans les conventions, avec la possibilité de pouvoir tester de nouvelles ressources et de pouvoir définir aussi le projet au fur et à mesure, ensuite, une fois que l'étape de conventionnement sera terminée, et éventuellement découvrir des projets pendant les 3 années des TNE. Donc déjà, ça c'est un premier point. Donc je pense que vous pouvez les contacter, mais une fois la phase de conventionnement terminée, c'est ce que disait Juliette. Et en revanche, il n'y aura pas de publicité à proprement parler. C'est-à-dire qu'on va avoir des événements, comme disait Juliette, de séminaires, de communication, où vous aurez l'ensemble de la filière qui pourra être présente, mais on n'aura pas de vraie publicité. Et puis peut-être aussi pour pouvoir préciser quelque chose, c'est que quand vous demandiez la répartition des rôles entre l'académie et les collectivités, ce qu'il y a de très positif dans les TNE, c'est que vous avez globalement à chaque fois le département qui est impliqué, même si ce n'est pas forcément lui qui est décisionnaire dans tous les départements TNE, mais vous avez le département qui est impliqué, vous avez l'académie qui est forcément impliquée, vous avez les communes qui sont impliquées. Je veux dire, c'est que vous avez quand même une comitologie qui est intéressante et des acteurs qui travaillent ensemble, et avec un lien qui se fait très bien. Ensuite, pour savoir si le sourcing des ressources a déjà été réalisé dans certains TNE, oui, puisqu'en fait, les collectivités et les académies travaillent déjà avec certaines EdTech. Donc, je pense qu'il y a eu des projets qui ont été identifiés déjà par des académies et des collectivités. Ensuite, il y a quand même la possibilité, et c'est tout l'objectif des TNE, de tester de nouvelles ressources. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a déjà des ressources qui ont été identifiées qu'il n'y a pas la place pour avoir de nouvelles des EdTech qui peuvent être des solutions d'EdTech qui peuvent être testées. Et vraiment, il y a des enveloppes qui sont prévues pour ça. Et Claudie, je te laisse peut-être prendre la parole. J'ai vu que tu voulais la parole. Merci Johanna. Très rapidement, je voulais juste signaler le fait, évoquer les ressources ludo-éducatives à disposition des familles qui peuvent également être cofinancées dans le cadre des TNE. Donc, plus précisément, dans le volet parentalité, la TRUSA projette dans l'enveloppe financière à une part consacrée à l'acquisition de ressources ludo-éducatives qui peuvent être mises à disposition, par exemple, des familles dans le cadre du projet coéducation. Et donc, cette enveloppe budgétaire, elle a vocation à venir abonder des marchés éventuellement passés au niveau local en direction, avec cet objectif d'acquérir des ressources ludo-éducatives. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse tester dans les départements qui sont intéressés au plan local des ressources et à partir du moment où elles produisent des effets convaincants, abonder des marchés à venir. Peut-être pour l'écho. Peut-être pour les questions au niveau sur le chat, on va les prendre. N'hésitez pas à lever la main aussi pour vous présenter et puis les poser à l'oral. Donc, ce que disait Johanna sur le sourcing des ressources, effectivement, évidemment, les projets TNE, les conventions, ce n'est pas uniquement des conventions de financement où là, il y a des grands objectifs et on verse les fonds. C'est des conventions qui structurent déjà des projets de manière assez précise. C'est tout l'objet des TNE par rapport à d'autres PIA d'ailleurs, c'est justement que ces projets se construisent avec les territoires et que ce n'est pas un appel à projet avec des projets qui sont un peu calqués sur tous les territoires. Là, c'est vraiment de la construction au cas par cas sur chaque territoire en fonction des besoins
un diagnostic territorial réalisé, etc. Donc, c'est tout l'enjeu aussi. Évidemment, c'est pour ça qu'il y a des techs qui sont déjà identifiés. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a eu un vrai travail forcément de sourcing de chaque académie, de chaque collectivité. Et évidemment, les enveloppes, comme elles sont assez conséquentes, elles laissent de la marge de manœuvre, comme disait Johanna, aux académies, aux collectivités pour réaliser d'autres expérimentations, d'autres projets avec des techs au fil des 3-4 ans qui viennent. Donc ça, c'est un point important. Par contre, sur la répartition des enveloppes, ça, je le redis, les informations sont confidentielles de notre côté, donc nous, on ne peut pas les diffuser. Après, ça charge aux académies et aux collectivités si elles veulent communiquer là-dessus, mais ça, voilà, c'est de la répartition budgétaire. En général, c'est assez classique que ce soit pas des informations qui vont être données de manière extrêmement précise. Surtout qu'à mon avis, la donnée sur les ressources déjà sourcées et celles pour les autres ressources, en fait, elle est très fine et elle va dépendre aussi de comment les projets s'agencent, comment les enveloppes sont dépensées au niveau de chaque TNE. Évidemment, en 3-4 ans, les choses peuvent évoluer, les enveloppes sont fongibles. Donc, ça serait une donnée qui sera de toute façon à un instant T, donc qui ne voudrait pas dire grand-chose. Donc, de toute façon, voilà, en tout cas, il y a des enveloppes assez conséquentes. On vous l'a dit, 172 millions d'euros sur les TNE, sur la vague d'élargissement sur la vague 2, comprenant l'enveloppe Canopée et Trousse à projet. Mais voilà, avec quand même vous pouvez aussi, des petits calculs à la ferme, ça vous permet d'avoir une estimation un peu sur ces enveloppes-là qui reste quand même assez importante au niveau de chaque territoire. Ensuite, la question de Léo sur la plateforme centralisée pour référencer l'ensemble des opportunités liées à la TNE pour les techs. Alors, pour l'instant, nous, c'est évidemment, donc, on essaye de fluidifier le dialogue entre les collectivités, les académies et les EdTech. Pour l'instant, la première étape, c'est déjà de remonter de votre part les EdTech qui sont inscrites, qui sont intéressées, de faire un fichier un peu de suivi et de le partager avec les académies et les collectivités pour qu'elles puissent piocher. Pour l'instant, est-ce qu'il y aura une plateforme centralisée? Est-ce que dans l'autre sens, les académies et les collectivités pourront donner tous leurs contacts, etc. C'est en cours de préfiguration. On est vraiment focus sur les conventions en ce moment. Donc, c'est des choses qui viendront peut-être dans un temps un tout petit peu après. Mais en tout cas, c'est évidemment des réflexions qu'on a en ce moment et qui sont partagées avec le SGPI, le ministère et la Caisse sur ces sujets. Donc, voilà, on a ce tête. Après, la façon dont ça va se mettre en place et le calendrier, ce n'est pas encore tout à fait... je ne peux pas encore vous répondre de manière précise là-dessus. Et ensuite, je vois, est-ce que l'éducation financière est une thématique qui peut rentrer dans le cadre de ce programme? Alors, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on a vu, sauf erreur de ma part, je ne pense pas que ce soit tout à fait la focale des TNE. Après, sur des AMI au niveau local que peuvent lancer des territoires, on n'a pas forcément une visibilité pour l'instant extrêmement fine sur ces choses-là, mais il ne me semble pas que ce soit en tout cas la priorité de cette thématique-là. Je crois qu'il y avait, on va vous ouvrir le micro du coup, Christophe Grasseur. Voilà. Si vous voulez prendre la parole sur la question, n'hésitez pas, je pense que vous pouvez ouvrir votre micro. On ne vous entend pas en tout cas. Mon micro était coupé de mon côté également, je suis désolé. Bonjour Christophe Grasser, j'interviens à double titre au niveau de la FINEF où je suis membre du bureau et au niveau d'une petite société industrielle qui s'appelle Naotic. J'ai une question un peu plus particulière par rapport à la notion matérielle. Je vois beaucoup de ressources numériques. A-t-on une idée où, je sais bien que les projets seront très divers, avec des formes assez différentes en fonction des collectivités et des territoires. Qu'en est-il de la partie matérielle? Au niveau de la partie matérielle, en fait, on va avoir différentes modalités d'acquisition du matériel. Donc, on a des territoires qui ont raisonné en système je dirais presque de packs ou de mallettes, en fait, qui ont déjà ciblé, en fait, ce qu'ils comptaient offrir aux établissements. Donc, on a certains territoires qui ont fonctionné de cette manière-là. On a d'autres territoires qui ont, par exemple, qui passent par une mutualisation d'achat par le département. On en a d'autres qui laissent plutôt à la main des communes l'acquisition du matériel.
Donc, en fait, vous allez mais toujours sur la base d'un diagnostic territorial, encore une fois. Donc, au niveau de l'acquisition du matériel, on va avoir différentes modalités. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez vraiment avoir des territoires qui vont vouloir tester des choses pour l'acquisition du matériel. Est-ce que ça répond à votre question? Vous souhaitez avoir peut-être plus de précision? Non, dans l'ensemble, vous m'entendez? Je ne sais pas. Oui. Dans l'ensemble, oui, bien sûr, ça répond à peu près à la question. J'en profite aussi pour glisser quelque chose. J'entends beaucoup de choses sur les TNE et des mots récurrents que j'ai vraiment retenus sont bien la co-construction, la robustesse, la diversité de projets, la capacité à faire des choix au niveau des territoires. Je trouve ça super intéressant. Par contre, si j'avais quelque chose à remonter en tant que membre EdTech, c'est l'intégration de la filière, s'il vous plaît, peut-être un peu plus en amont, parce que la filière a aussi des choses à partager. Elle a une grande richesse et une grande expertise sur des projets. On a connu des vagues et des vagues de choses. On a été sur le terrain pendant des années, au même titre que les enseignants, que les collectivités, que les académies. On connaît les choses de très près. Et je pense qu'on a des choses à partager. Et voilà, c'était un peu le message que je voulais faire passer. Voilà, merci de votre écoute. C'est bien l'objectif d'un temps comme aujourd'hui. Donc, on partage complètement le constat et l'ambition de reconstruire aussi avec la filière EdTech. Et pour le rappeler, sur la première vague, ce qu'on a présenté au début, en 2020, les associations EdTech étaient associées régulièrement montage du projet, etc. Donc c'est bien dans cette démarche qu'on s'inscrit. Il y a d'autres questions? Marc Sago. Oui, bonjour, Marc Sago, directeur général de la FINEF. Prolongement de la première question de Christophe, en fait, qui est, on comprend très bien évidemment que la problématique des enveloppes pour chaque territoire puisse être communiquée. En revanche, est-ce qu'il y a des principes qui existent sur ces dépenses de ces enveloppes, et notamment, Christophe posait la question de l'équipement, mais finalement, il rappelait le fait que la filière a pu voir passer un certain nombre de plans, et c'est vrai qu'elle porte depuis un certain temps le message du 1 euro plus 1 euro plus 1 euro. Est-ce que justement ces principes-là sont inscrits ou font partie des arbitrages des collectivités, des académies, ou pas? Voilà, c'était une question pour voir du coup un peu la répartition de ces 172 millions d'euros. Merci. Alors sur ça, on va peut-être laisser le ministère répondre, ou le GPI, la DNE. Axel, je ne sais pas si vous voulez répondre sur cette question des principes de financement. Excusez-moi, j'avais quelqu'un dans mon bureau. Est-ce que vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît? J'ai bien entendu que vous me sollicitiez, mais je suis désolé, j'ai dû répondre à une urgence. Dites-moi. Pas de problème. La question de Marc Sago de la FINEF était de savoir si on pouvait préciser, donc, non pas les enveloppes par territoire, mais les principes de financement et de répartition qui président au sein des TNE, à la répartition notamment entre équipements, ressources, etc., pour donner un ordre de grandeur et les principes un peu directeurs. Alors, sauf erreur de ma part, c'est quelque chose qu'on doit décider avec le SGPI, en fait, sur ces fléchages-là. La répartition entre contenu et ressources, en fait, devrait forcément être, j'imagine, définie par une règle qu'on fixerait au niveau national et qui serait ensuite déclinée avec des adaptations possibles, puisque ça a bien été rappelé. Il y a bien des spécificités territoriales dont on doit prendre compte. Tout le monde n'aura pas forcément les mêmes besoins. Donc, oui, pour répondre à la question, mais il faut qu'on prenne un temps pour le poser par écrit, en fait. Là, comme ça, je ne peux pas vous répondre de but en blanc sur cette répartition-là. Je ne sais pas si Olivier Vandard est présent. Je ne sais pas s'il est encore connecté. Oui. Sur le principe, ce qui avait été défini par l'État, mais là, je parle vraiment en attente d'un complément éventuel justement de la part de l'État, mais c'était le principe d'un seuil maximal sur l'équipement. Ça faisait partie des principes directeurs qui ont été fixés au lancement des TNE. Mais plus précisément sur les ressources. Oui,
Oui, Rose, si ça te va, en fait, effectivement, on prend la question, il faut qu'on revienne par écrit. En fait, voilà, je préfère, là, je dirais une bêtise, parce que j'ai pas en tête si ça a été posé initialement, en tout cas, ni la hauteur. Donc, il faut qu'on prenne cette question et on revient vers vous par écrit. Marc, si ça te va aussi, en fait. Parfaitement, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Rose, il y avait une autre question dans le chat et il y avait une autre personne qui souhaitait prendre la parole. Non, allons-y. Je peux peut-être répondre à la question dans le chat sur est-ce que vous pouvez préciser l'idée des mallettes de matériel? S'agit-il d'initiatives locales et comment sont désignés les équipements? Alors, pour les mallettes de matériel, par exemple, encore une fois, sur la base du diagnostic territorial qui a été effectué, par exemple, on a certaines académies avec les collectivités qui se sont rendues compte, par exemple, que dans certains établissements, il y avait besoin par exemple, d'ordinateurs, plus un kit robotique, plus de la VR, enfin, voilà. Donc, on a eu certains besoins qui ont été identifiés. Et ensuite, on a une forme de proposition qui a été faite sous forme de kit, par exemple, pour le premier degré. Donc, qu'est-ce que serait un kit pour le premier degré? Qu'est-ce que serait un kit pour le second degré, etc. avec du matériel identifié. Pas forcément jusqu'à dire on va acheter telle marque, etc. Mais vraiment de se dire quel est le besoin de base. Et donc, en fait, avec une sorte de précision sur l'enveloppe que cela représenterait par kit. Et donc, en fait, c'est ce kit de matériel qui est proposé aux établissements et qui a déjà été défini par l'académie ou la collectivité. Enfin, entre l'académie et la collectivité, pardon. Et comment sont désignés les équipements? C'est ce que je précisais juste avant. C'est qu'en fait, ça dépend vraiment des collectivités et des académies, puisqu'en réalité, on a à certains endroits des structures de mutualisation d'achat qui sont portées par les départements. On a des endroits où c'est vraiment à la main des communes ou à la main des départements. Donc, en fait, ça dépend vraiment des territoires. Quel est le timing de dépense de ces enveloppes par les collectivités? Donc, ce qu'on vous disait, c'est que l'objectif, c'est d'avoir les premiers équipements qui seraient disponibles en septembre. Donc, ça sera vraiment le tout début de l'équipement des TNE, mais ça va plutôt les équipements vont plutôt se mettre en place à partir de septembre 2022 jusqu'à septembre 2023, je pense. Voilà, on va avoir une vraie année pour pouvoir déployer les équipements, enfin 2 années scolaires pour déployer les équipements et les ressources associées. Et en sachant que oui, puis en sachant que voilà, les ressources sont à déployer au même moment et puis vraiment en lien avec les équipements, puisque c'est vraiment l'objectif des TNE, c'était de se dire que de l'équipement pour de l'équipement, ce n'est pas l'objectif du TNE. L'objectif du TNE, c'est vraiment d'associer équipement, ressources associées et formation à ces contenus et à ces équipements. Voilà. Il me semble qu'il y avait une personne qui voulait prendre la parole, qui était Romuald de Guégan, tout à l'heure. Oui, merci. J'avais une question sur la partie école inclusive et sur le fait de pouvoir, dans les futures AMI poussées par les territoires ou les académies, pouvoir embarquer au-delà du périmètre scolaire habituel, à savoir embarquer les professionnels de santé, les établissements médico-sociaux, qui ont donc tout leur sens dans la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers et ou en situation de handicap. Et éventuellement, j'aurai une deuxième question après, mais je vous laisse répondre à celle-ci. Donc, à savoir s'il était possible de faire rentrer dans le dispositif les structures médico-sociales, c'est bien ça?
Oui, et les professionnels de santé sur le territoire qui vont avoir des compétences en lien avec les difficultés rencontrées par les élèves et donc avoir une capacité de réponse à ces problématiques d'apprentissage, d'une part, et d'autre part, dans le cadre de l'école inclusive, mais de manière beaucoup plus globale, il y a une volonté de décloisonnement de l'école. C'est le cas des différents dispositifs mis en place récemment, comme les équipes mobiles d'appui à la scolarité, les dispositifs d'autorégulation et autres. C'est une capacité qui n'est pas, enfin une possibilité qui n'est pas offerte, par exemple, par l'AMI Innovation dans la forme scolaire, alors que cela aurait du sens. Oui, oui, on est aussi opérateur sur la partie nationale forme scolaire, donc on est bien au clair sur ce point. Non, en fait, dans les territoires numériques éducatifs, l'enjeu, c'est quand même de rester dans un lien entre collectivité, académie, établissement scolaire, ce qui n'exclut pas les instituts, par exemple les instituts médico-éducatifs ou autres, mais c'est on va dire, à la responsabilité de la collectivité. C'est-à-dire que si un département, par exemple, signe une convention TNE et un gros projet sur la partie inclusion, la partie personnes en situation de handicap ou dyslexie, dyspraxie, etc., et veut s'engager sur un projet en lien avec un IME, par exemple, c'est tout à fait possible. Après, le cœur du projet restera quand même focus sur les établissements scolaires et la partie, on est quand même sur les TNE, on est quand même sur la stratégie enseignement et numérique du PIA 4 France 2030. Donc, on reste quand même dans la partie enseignement et numérique. Donc, le lien après à trouver avec la partie IME est certes possible, par exemple sur des outils, il y en a plein qui existent sur l'aide à la lecture pour les dyslexiques et autres, mais on reste quand même sur un lien avec le numérique, donc on n'est pas sur une focale médico-sociale. Il y a d'autres dispositifs qui existent qui ne sont pas portés par les mêmes personnes, ni au SGPI, ni à la Banque des Territoires, ni au ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est pour vous dire, voilà, c'est quand même, on reste quand même on essaye de rester dans le cœur du projet et de l'intention qui a été initiale sur cette stratégie. Ouais, avec une petite particularité, c'est que dans ce contexte, le numérique peut être aussi perçu comme la capacité de rendre autonome, dans une situation donnée, un élève qui en est empêché. Et cette notion de mise en autonomie, elle est accompagnée par le médico-social et la sphère santé. C'est d'ailleurs son rôle. C'est pas le rôle de l'école d'apprendre à être autonome sur des déficits physiques, par exemple. Oui, tout à fait, mais par contre, les TNE ont comme focus justement l'école et les collectivités, donc ce qui rentre en dehors de l'école peut être inclus, mais n'est pas le cœur du projet. Ça reste, voilà, c'est complètement en cohérence avec ce qui a été dit précédemment, sachant que, voilà, pour ce qu'a présenté Johanna tout à l'heure, il y a quand même une enveloppe inclusion, ce qu'on a appelé grossièrement inclusion, mais qui, du coup, une enveloppe financière hein, qui est distribuée à chaque collectivité sur ce projet territoire numérique éducatif, qui est dédié au projet pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et ça, c'était une volonté forte, côté SGPI et côté ministère sur ce point. Donc, c'est bien que voilà, la focale a vraiment été réfléchie. Après, la façon dont les collectivités et les académies s'en saisissent, c'est elles qui vont définir leur projet et la façon dont elles vont décider d'utiliser ces enveloppes. Nous, voilà, on a évidemment un regard sur la construction globale de leur projet, mais l'idée, c'est quand même de laisser aussi les territoires en autonomie sur les besoins de leur territoire. Et donc, c'est eux qui vont aussi décider de la façon dont ils incluent, ou plus ou moins ou non, en fonction des besoins de leur territoire, le médico-social. En tout cas, il n'y a pas de veto de la part du pilotage du projet, même si ça reste un peu à côté du cœur du projet. Merci beaucoup. Peut-être sur la question de Jean Bayet sur les 3 ans. C'est sur les deux questions. Hein. On est bien sur. En fait, nous, on fait des conventions sur 3 ans, avec 1 an supplémentaire potentiel de financement. Après, quand vous dites les collectivités s'engagent-elles sur 3 ans, si vous parlez de la EdTech, c'est elles qui vont définir sur combien de temps elles s'engagent. Hein. Elles vont pas forcément. Elles n'ont aucune obligation de s'engager sur une EdTech pour 3 ans, évidemment. C'est elles qui définissent sur l'AMI, les expérimentations qu'elles veulent faire, le périmètre, etc. C'est pas nous qui allons les obliger là-dessus. Par contre, les crédits sont côté PIA sont versés sur une durée de projet de 3 ans plus 1. On considère qu'il y a eu un peu l'année de cadrage aussi là qui vient de s'écouler. Et en plusieurs fois. La question sur la Cour des comptes, c'est ce qu'on vous a dit sur les crédits. Une fois que la collectivité et l'académie a signé la convention, a cadré son projet,
il y a un engagement de versement juste de 1 à 2 mois maximum. Donc, ça sera fait. Voilà. Après, évidemment, si la convention de financement n'est pas signée pour des raisons côté collectivité académique, ça peut prendre plus de temps, mais ce n'est pas des délais d'acheminement des crédits, c'est des délais de construction du projet au niveau des territoires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main ou à poser une question dans le chat. En tout cas, il est 10h29, donc s'il n'y a plus de questions, on est vraiment pile dans les temps. Il y aura un replay sur ce webinaire. Par contre, on n'aura pas le tout début sur l'introduction. Donc, voilà, il y a eu un petit souci Teams qui n'a pas enregistré au début. Mais après, la suite, voilà, le lien sera diffusé aux participants et on vous enverra également le support en PDF. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait une main levée de Marc, mais je ne sais pas si c'est une ancienne main, comme on dit. Ça doit être une ancienne. Oui, pardon, c'était une ancienne. Oui. C'était, excuse-moi, Juliette, je l'embête. Pas de souci. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, on peut, je pense, lever la séance, comme on dit. Et puis, un grand merci à toutes et à tous pour votre participation ce matin. Je ne sais pas si voilà, Mireille ou Olivier ou Jean, si vous souhaitez reprendre la parole, n'hésitez pas. Non, à part pour remercier tout le monde, non, pas forcément. Et puis pour vous remercier pour l'animation de la réunion. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.